Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles. Veuillez noter que cette discussion a été préparée en date du 21 août 2025. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez pointu mais essentiel, l'architecture du pouvoir dans la société anonyme ici au Luxembourg. Oui, cet équilibre permanent entre, disons, la démocratie actionnariale et puis la nécessité parfois d'un contrôle stratégique fort. Exactement. Le fameux « une action, une voix », mais avec ses aménagements possibles. On va explorer ça. Tout à fait. Le principe de base, c'est bien ça. Une action, une voix. C'est inscrit noir sur blanc dans la loi. La vieille loi de 1915 sur les sociétés commerciales, c'est un peu le fondement de la bonne gouvernance. Oui, ça assure une certaine égalité entre actionnaires. Mais on sait bien que dans la pratique, les situations sont complexes. Bah oui, prenez les entreprises avec une participation de l'État ou des sociétés après une grosse fusion. Les intérêts ne sont pas toujours alignés. C'est là qu'intervient la loi de 2016, si je comprends bien. Précisément, la loi du 10 août 2016 a marqué un tournant. Elle a introduit plus de flexibilité, elle a permis de déroger à ce principe strict « une action, une voix ». Pour répondre à ces besoins stratégiques spécifiques, donc. Voilà, pour pouvoir moduler un peu le pouvoir de vote. Alors concrètement, comment on fait ? Quels sont les outils à disposition d'une SA ? Alors, le mécanisme principal, et c'est assez intéressant, il est prévu par l'article même qui pose le principe « une action, une voix ». L'article 450-1, paragraphe 4. Ah oui, comment ça ? Il dit que si toutes les actions n'ont pas la même valeur nominale, eh bien chaque action donne droit à un nombre de voix proportionnel au capital qu'elle représente. La plus petite valeur nominale donne une voix. D'accord, donc on peut jouer sur la valeur nominale des actions. Exactement. C'est l'outil le plus puissant. On peut créer par exemple des actions de classe A, valeur nominale 1 euro, une voix. Et des actions de classe B, valeur nominale 10 euros. 10 voix. 10 voix. Ça permet un calibrage très précis du contrôle. C'est clair. Et à part ça, existe-t-il d'autres moyens ? Oui, il y a aussi les actions sans droit de vote. C'est prévu par un autre article, le 439. Sans droit de vote du tout ? En principe, oui. L'idée, c'est d'attirer des investisseurs qui sont surtout intéressés par le rendement financier. Le dividende, par exemple ? Oui, souvent, elles ont des droits économiques préférentiels, comme un dividende prioritaire ou majoré, pour compenser l'absence de droit de vote. Ça permet de lever des fonds sans diluer le contrôle existant. Donc, on sépare l'économique du politique, en quelque sorte. Mais j'imagine que mettre en place une structure comme ça demande une certaine rigueur. Ah oui, absolument. On ne fait pas ça à la légère. Le document central, la clé de voûte, ce sont les statuts de la société. Tout doit y être défini. Tout. Les différentes classes d'actions, leur valeur nominale exacte, les droits de vote associés ou l'absence de droits, les droits économiques spécifiques, peut-être même des clauses sur la manière dont elles peuvent être vendues ou transférées. Il faut une précision chirurgicale. Pour éviter toute ambiguïté. Exactement. Le moindre flou, c'est la porte ouverte au litige. Et pour modifier les statuts afin d'introduire ces classes d'actions, quelle est la procédure ? C'est une procédure formelle. Il faut une assemblée générale extraordinaire, une AG. Devant notaire ? Obligatoirement devant notaire, oui. Le conseil d'administration fait une proposition. Il faut convoquer l'AG en joignant le texte des modifications proposées. Et il y a des règles de vote spécifiques, j'imagine ? Oui, des règles strictes de quorum et de majorité. L'article 453 de la loi l'exige. Il faut la présence ou la représentation d'au moins la moitié du capital social. 50%. C'est ça. Et la décision doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Une majorité qualifiée, donc. Tout à fait. Une fois l'acte notarié signé, il est déposé au LBR, le Luxembourg Business Registers. Pour l'enregistrement. Oui, et publié au REIS, le recueil électronique des sociétés et associations. C'est ça qui le rend opposable au tiers. Et bien sûr, il faut mettre à jour le registre des actionnaires de la société. Ce registre est important aussi. Fondamental. C'est lui qui prouve qui détient quelle classe d'actions et donc qui a le droit de voter et avec quel poids. On voit bien l'utilité stratégique.
Stabiliser l'actionnariat, se défendre contre des OPA, gérer une intégration post-fusion. Mais tout ça a un coût, non? Oui, bien sûr. Il y a les frais de notaire, les frais du LBR, souvent les honoraires de conseiller juridique ou financier pour bien structurer l'opération. C'est un investissement, en fait. C'est souvent vu comme ça, oui. Un investissement dans la stabilité et la pérennité de la stratégie de l'entreprise. D'accord. Donc, la loi luxembourgeoise offre cette flexibilité. Mais comment ces structures sont-elles perçues aujourd'hui, à l'heure où on parle de plus en plus de transparence, avec la directive SRD2 par exemple? Ah, c'est le grand sujet actuel. La transposition de SRD2 en 2019 a vraiment mis l'accent là-dessous. C'est-à-dire? Bien, disons que la simple légalité ne suffit plus toujours. Les investisseurs institutionnels, les agences de conseil en vote, ils regardent ça de très très près. Ils sont plus méfiants, ouais. Disons qu'ils demandent des justifications. Ces structures de vote inégales sont souvent vues avec un certain scepticisme initial. Il faut pouvoir expliquer pourquoi c'est nécessaire. Donc, au-delà de la conformité légale, il y a une exigence de légitimité stratégique. Exactement. On parle de plus en plus de contrôle justifié. L'entreprise doit être capable de démontrer de manière transparente et convaincante que cette structure spécifique sert l'intérêt social à long terme. La communication devient clé. Essentiel. Il faut expliquer au marché pourquoi ce n'est pas juste un moyen pour certains de conserver le pouvoir, mais un outil au service d'une vision, d'une stratégie durable pour l'entreprise. Ce qui soulève une question intéressante pour finir. Avec cette pression croissante pour la justification, comment cet équilibre entre la flexibilité légale luxembourgeoise et les attentes, disons, plus standardisées de la gouvernance va-t-il évoluer ? C'est une excellente question et je pense qu'on n'a pas fini d'en débattre. L'adaptation sera constante. En effet, un sujet à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup. Et sur notre chaîne YouTube, Rigoré Média. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.